Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Radio Fringale. Aujourd'hui, émission, on est chaud, on est très très chaud, on va parler de la classique des feuilles mortes, le Tour de Lombardie. Et pour m'accompagner pour cette émission, il est là, il est inusable, il est increvable, il est toujours aussi beau, c'est Adri. Adri, comment vas-tu ? Salut Jatorn, eh ben écoute, ça va pas mal, la fin de saison pointe son nez, c'est le moment d'en gagner une pour ceux qui en ont pas gagné, Ouais. et ce sera aussi le moment de profiter de deux légendes du vélo qu'on ne reverra pas dans le peloton professionnel, Ah donc ce sera... Ouais, Ah, je sais pas si j'ai pas suivi, non t'es au courant, ouais. C'est David Gaudu qui arrête sa carrière. Ah, donc, attends, j'ai entendu quelqu'un là, Il y a une troisième personne avec nous aujourd'hui ? Ça peut Ouais, être qui ? je crois qu'il y a un comeback. Non, Il y a le un comeback de l'année. Est-ce qu'ils auront reconnu ma voix ? Aïe aïe aïe. Obligé, Tu sais, Raph, que dans le dernier live, des gens nous ont dit texto, il devient quoi, Raph ? Et il me semble que c'est pas des gens que tu connaissais dans la vraie vie. C'est pour te dire à quel point ils sont attachés à toi. Énorme. Je suis là, les copains. Eh bien, bon retour, Raphaël. Eh ben merci, ça me fait super plaisir de revenir pour chausser une dernière fois les cales de route avant de mettre les cales de cyclocross. Ouais. Et du coup, vraiment, c'est de revenir comme ça dans cette émission-là, surtout sur la classique des feuilles mortes, qui est vraiment ma course préférée après toutes les autres. Après l'Estrade Bianche. Après l'Estrade Bianche, après le Tour des Flandres, après Paris-Roubaix. Ma 4e course préférée de la saison. Super, alors je sais pas si t'as vu, Raph, vu que t'étais pas là ces derniers temps, mais nous avons passé les 600 abonnés sur YouTube. Merci mesdames et messieurs de nous faire confiance et de nous suivre, c'est fantastique. C'est véritablement incroyable, vous avez fait un travail d'enfer, les gars. Exactement, d'ailleurs on se fixe tranquillement un petit objectif pas trop élevé, c'est atteindre les 1000 abonnés, donc voilà, on s'arrête pas en chemin. Si jamais vous nous découvrez ce soir et que vous appréciez cette émission, n'hésitez pas à aller écouter le reste de notre contenu et bien évidemment à vous abonner si vous avez apprécié. Messieurs, on va parler de Tour de Lombardie ce soir, et Adri, comme tu l'as stipulé, deux légendes de ce sport vont effectuer leur dernière course samedi. C'est Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés à 3, et comme vous le savez, dans les petits podcasts à 3 généralement, je vous organise un petit jeu histoire de vous détendre les méninges. Quand même. Enfin, merci Raph d'être venu. Déjà parce que ça me fait plaisir qu'on fasse l'émission tous les trois, et aussi parce que ça marque le retour des quiz quand même. Parce que ça te fait plaisir de m'allumer devant tout le monde. Non, ça fait longtemps c'est qu'il a pas accessoire. branlé à quelqu'un. Attention, j'ai révisé. Ouais, je me doute, c'est pour ça que t'étais pas là. Non, messieurs, d'ailleurs, cher public, vous allez découvrir le titre de l'émission, du jeu, en même temps que nos deux chroniqueurs, car c'est moi qui l'ai confectionné et je l'ai gardé secret jusqu'à maintenant. Le jeu s'appelle Nibali, Valverde ou les deux. Je vais donc vous poser une série de questions à laquelle j'ai déjà donné la réponse. Alors si jamais vous me donnez une autre réponse, si vos arguments sont assez bons, je pourrais peut-être changer mon avis. Mais normalement, c'est des choses qui quand même ne prêtent pas trop à interprétation. Messieurs, je vous laisse compter vos points parce qu'il y a quand même pas mal de questions, et je compte déjà les points pendant le Fringale Quiz, pendant les lives, donc autant vous dire que là j'ai un peu autre chose à foutre. Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, merci Raph, ça me rassure. Je suis prêt. Vous êtes prêts ? À bloc. Mon surnom est le nom d'un animal maritime. Nibali. Vincenzo Nibali. Aïe aïe aïe, c'est Adri qui marque le premier point. Le requin de Messine, Vincenzo Nibali. Je suis issu d'une famille de cyclistes. Nibali. C'est faux. Valverde. Oh, tu marques le point d'office, ne t'inquiète pas. Et oui, non, il faut savoir que Nibali, en fait, n'était pas du tout issu d'une famille de cyclistes. Il me semble que ses parents tenaient un truc un peu genre comme une épicerie. Et c'est le petit Vincenzo qui s'est dit tout petit, je vais être champion en fait de vélo, j'adore ça. Et ses darons se sont saignés pour l'emmener sur les courses à droite à gauche, machin tout ça. Alors que Alejandro Valverde avait un père cycliste amateur qui avait pas un mauvais level, et un oncle aussi, il me semble. Voilà. Okay. Mais Nibali, il a pas un frangin Et du coup, oui. Mais c'est lui qui a lancé la dynastie de cyclisme, si tu veux. D'accord, ok. Avant lui, clairement... Antonio Nibali. Ouais. Avant lui, clairement, la famille Nibali, ça vendait des épices ou des timbres, enfin je sais plus, enfin bref, ça touchait pas à la bécane, quoi. Je suis un redoutable attaquant. Nibali, les deux. Ah, Raphaël, les deux, bien joué. Attention Adrien, attention. Hein.
Bah, j'ai dit les deux avant. Non, t'as dit Nibali les deux. Et ouais, puis après je me suis rattrapé. Ouais, mais non, Bon, ça c'est non. Ça fait donc 2-1 pour Raphaël si les comptes sont bons. C'est ça. Mon prénom est le titre d'une chanson chantée par une chanteuse de pop américaine. Valverde. Alejandro Valverde. Valverde. Alors, est-ce que vous pouvez me citer le titre de la chanson? Non. Allez, les gars, allez, bien joué. Et maintenant, l'artiste qui la chante. Non, attends, je voulais quand même être sûr. L'artiste. Ouais. Américaine, t'as dit? Ouais. C'est Shakira? Et non. Allez, je donne un point bonus si tu trouves. Non, c'est Lady Gaga, les gars. Alejandro, enfin vous irez écouter, c'est de la culture. On est à peu près bons qu'en vélo, nous, hein, ça après, voilà. Les goûts musicaux, on les connaît pas par cœur. Hein. C'est pas moi qui choisis que cette chanson s'appelle Alejandro, hein. Allez voir Lady Gaga si vous êtes pas content. J'ai terminé sur le podium des 3 grands tours. Les deux. Bien joué. J'allais dire les deux. Il faut être plus rapide, Raph, là. Hein. Tu restes un peu dans les starting blocks. Hein. T'as perdu de la giclette, mon pote. Non. Ça fait quoi? Ça fait 3-2 pour Adrien, je crois. Ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai gagné les 3 grands tours. Nibali. Ouais, encore pour Adri. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, bon. Ah bah moi, dans mon casque, ça donne ça. Hein. Ok. Je vais pas vous péter une VAR maintenant. Le casque a toujours raison. Le casque a toujours raison. J'ai mis les Ardennaises à mes pieds. Valverde. Alejandro Valverde. Eh oui, Valverde, exactement. J'ai remporté... C'est un jeu... Oui, vas-y. C'est un jeu à faire en plateau, ça. Ah bah oui, je sais bien, mais bon, que veux-tu là? Ouais, on n'a pas encore de plateau, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais promis, quand on a un plateau, on le refait. Avec des buzzers et tout, ça va pas... J'ai remporté 2 monuments différents. Alejandro Valverde. Et c'est Nibali, en effet. Milan-San Remo. Tour de Lombardie. Totalement, Tour de Lombardie, Milan-San Remo, Valverde qui s'est cantonné à une toute petite course là en Belgique. Je sais pas si vous connaissez ce pays. Non, je rigole parce que les Belges nous taillent un peu dans les commentaires en ce moment. Un petit ça va de Liège, ça revient à Liège. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une petite boucle, c'est une bouclasse quoi. C'est rien de... il l'a gagné qu'une fois? Non, plusieurs. Non, Valverde, il l'a gagné 4 fois. Ah oui. Il est co-recordman, non? C'est quelque chose comme ça. Adrien. Je crois que Merckx, il l'a gagné 5 fois. Ah bah il est pas co-recordman. Apparemment, il y a un petit cycliste belge pas trop connu qui l'aurait battu, mais... J'ai été suspendu pour dopage durant ma carrière. Valverde. Eh oui, 2 ans, 2010-2012. Alejandro. Je suis un sacré charmeur. Nibali. Je suis un sacré... Les deux, bien joué. J'ai pas entendu la question, Raph, il a parlé en même temps. Oh là là. Je suis un sacré charmeur. Ah oui, non, bah, oui, les deux, on est d'accord. Oui, oui, bien évidemment. Oui, non, mais il n'y a pas de contestation. J'ai été champion du monde. Valverde. Celle-là, je l'attendais depuis le début du jeu. Aïe. J'ai été plusieurs fois champion national sur route. Valverde. Nibali. C'était les deux, messieurs. Les deux, oui, les deux, mais on est cons. Je crois que Nibali, il a été 2 fois, il me semble. Ah ouais, bah tu vois, j'aurais dit que... Attends. Du coup, tu me mets le doute. Donc je vais aller vérifier. Si t'as préparé ton quiz, y a pas Ouais, mais alors si tu veux, je l'ai préparé, mais en même temps, j'ai changé des questions, j'en ai rajouté, du coup ça me met le doute. Champion d'Italie sur route 2014-2015. Ok. Non mais moi, tu sais, Adri, quand tu me dis que t'es pas sûr d'un truc, je remets en question toute ma connaissance cycliste. Alors, je suis celui des deux qui a remporté le plus de victoires d'étape en Grand Tour. Valverde 17, Nibali 14. On est quand même sur des mecs qui ont gagné. Hein. Il n'y a pas tant d'écart que ça, j'aurais donné plus d'avantages à Valverde. Ouais, non, mais il est deux. En fait, quand tu regardes leurs stats, ils ont des carrières. Les mecs, c'était là, tu fais. Ah ouais, d'accord. Attendez, je vais prendre un peu de ventoline. Et d'ailleurs, je crois que ce qui est assez drôle, c'est que genre Nibali a gagné le moins d'étapes sur le Tour d'Espagne et que Valverde a gagné le moins d'étapes sur le Tour de Nibali. Le Giro, donc. Tour d'Italie, ouais. J'ai été aligné sur. Vas-y. Pardon. Non, vas-y. Non, je disais, il l'a fait que 2 fois, dont une cette année. Valverde, je crois qu'il en a gagné qu'une au Giro. Oui, Nibali en a gagné une sur la Vuelta. Aussi. Et pourtant, il a gagné la Vuelta en 2010. J'ai été aligné sur une course en même temps que Lance Armstrong. Valverde. Ah bah non, ça doit être les deux. Nibali. Et c'est les deux. Ouais, totalement. c'est les deux. Ah ouais. Valverde qui avait, il me semble, battu Lance Armstrong dans les années 2000 en haut d'une étape dans les Alpes.
Ouais, C'est c'est ça, possible. il me semble Je sais plus si qu'il, c'est à Courchevel ou Voilà, une des premières étapes de montagne ou un de truc ce comme tour-là, je ça, en crois. 2000, il y a longtemps. Hein. Oui, bah 2000 Armstrong, quoi. Donc, Ouais, oui, c'est ça, c'est un truc, c'est genre 2003, 2002 ou 2003. Et ou Nibali a 2004. couru avec Armstrong quand il était encore chez Liquigas, messieurs. Et il me semble que c'était pendant le retour d'Armstrong, qui lui était chez Astana. Des équipes qui sentent bon l'eau claire. Et la dernière question, messieurs. Ma dernière course cycliste sera le Tour de Lombardie 2022. Les deux. Les deux. Eh oui, tout à fait, les deux. Bon, on n'a pas compté, mais je pense que Adrien, tu remportes ce petit quiz Nibali, Valverde, Largement. les deux. Moi j'ai 10 à 5, moi j'ai compté. Ah, pas mal. Ah, bien joué. T'as demandé de compter, j'ai compté. En tout cas, comme on peut le voir sur les deux dernières questions, déjà comme on peut le voir sur toutes les questions, il y a un petit peu de palmarès, rien de méchant mais quand même. Et les mecs, ça fait un petit moment qu'ils sont là, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle deux légendes du vélo. Et bah, du coup, le fait qu'elles partent sur la même course, c'est aussi assez sympa, quoi. Ça met un peu ça sonne la fin d'une génération avec tous les jeunes là de moins de 25 ans qui sont en train d'exploser tout le monde. Bah voilà, une page se tourne. Tout Non, mais Gilbert à aurait fait. pu finir aussi sur cette course plutôt que de finir sur Paris Tour. Ouais, mais il a peut-être plus de chances d'aller claquer Paris Tour que cette course-là. Ça c'est sûr. Même si Je ça va sais être pas s'il a compliqué. des chances de claquer encore grand chose. Oh, attends, et moi je l'ai vu, il Oh, a faut futé, se mon méfier, pote. hein. Je l'ai vu de mes yeux vus, moi, Philippe Gilbert. Je te le dis. J'ai parlé avec lui. Bref. On verra bien. Et du coup, nous allons sans plus attendre passer au parcours que tu as un petit peu bûché, Adri. Parcours différent de l'an dernier. Qu'est-ce qu'on a au menu cette année ? Alors oui, j'ai étudié le parcours. Il faut savoir que le parcours du Tour de Lombardie, c'est le monument qui a eu le plus de changements. Bon, c'est bien simple, c'est quasiment jamais le même tous les ans, même si il y a quelques années, on a eu plusieurs fois les mêmes parcours. Donc cette année, on partira de Bergame et on arrivera à Côme, une course de 253 km. Alors il faut savoir que l'an passé, on avait fait l'inverse. On était parti de Côme et, enfin c'est surtout les coureurs qui étaient partis de Côme et ils étaient arrivés à Bergame avec la victoire de Pogačar. Donc il y a une alternance un petit peu depuis 2014 et depuis aussi plus longtemps. Les deux villes se partagent la ville arrivée. Donc on retrouve le même sens qu'on avait eu entre 2017 et 2020. Donc là il y avait 4 années de suite la même ville d'arrivée qui était Côme. Le dernier à s'être imposé à Côme, c'est Fuglsang, qui avait lâché tout le monde dans les dernières difficultés. Alors le symbole de cette course du Tour de Lombardie, c'est l'ascension de la Madonna del Gisalo. Désolé pour la prononciation pour les puristes italiens. Qui se souvient encore des duels entre Coppi et Bartali, c'est ça qui a rendu légendaire cette montée. Alors, contrairement aux années précédentes sur le parcours dans ce sens-là, on n'enchaînera pas avec le mur de Sormano. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est là où, en 2018, Pinot était sorti avec, je crois que c'était avec Nibali, Roglic et Bernal. Ils étaient partis tous les 4 et depuis 2012, à chaque fois, il y avait ce mur de Sormano qui faisait très mal aux jambes des coureurs, même s'il était loin de l'arrivée à une 50aine de kilomètres. 2 kilomètres à 15%, ça a suffi, comme par exemple en 2018, pour faire de grosses différences. Là, il n'y a pas le Sormano, donc on redescend direct après la Madonna del Gisalo. Et c'est surtout sur le final, on va se décanter. Je pense qu'avant la Madonna, il va pas se passer grand chose au niveau des favoris. Et ensuite, donc, il y a 40 kilomètres qui vont être très très escarpés avec 3 ascensions et 2 fois la même. Donc on va passer à la San Fermo del Battaglia, 2 km à 8%. Ensuite on redescend sur la ligne d'arrivée à Côme et ensuite il y a une boucle de 22 km où on monte le Civiglio qui est à 4 km à 10%. On redescend et quasiment aussitôt on remonte cette côte de San Fermo del Battaglia.
avant de redescendre sur Côme. Donc ça va être vraiment montée-descente avec des très forts pourcentages sur les derniers kilomètres. Il y aura 1 kilomètre de plat après la flamme rouge. Donc un parcours très très favorable aux hommes forts, aux grimpeurs, et aussi il faudra pas forcément être un sprinter parce qu'il y a beaucoup de possibilités pour arriver tout seul sur la ligne d'arrivée à Côme. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours ? Est-ce que vous en êtes content ? Raph, est-ce que tu préfères par exemple celui-là à celui de l'an dernier ou est-ce qu'au contraire t'es un peu déçu ? Moi je suis relativement content, notamment du retour du Civiglio, parce que c'est un bout d'ascension qui est quand même sacrément costaud, 4 km à 10%. Dans les derniers kilomètres, après plus de 200 bornes, c'est à 236 bornes du départ. Le sommet, ouais. Donc ils en auront déjà plein les pattes. Pétard, ça va envoyer sévère. Je pense qu'il y a moyen que ce soit là que tout se passe, ou en tout cas que les plus grosses offensives décantent le final. Et ça a l'air de faire mal au canne sur la fin. Je pense que ça va être assez spectaculaire. Je lisais par endroit que certains pensaient qu'un Van Der Poel en forme pourrait aller taper quelque chose, que des hommes forts, mais pas forcément que des purs grimpeurs, allaient pouvoir s'en sortir. Je pense sincèrement que le Civiglio, 4 km à 10%, ça sera pour un grimpeur, quoi, hein. Je vois mal Van Der Poel aller gagner sur un parcours comme ça. Je vois mal Julien Alaphilippe, etc. Pour moi, ce sera pour un pur grimpeur, hein. Ok. Selon toi, Adri, qu'est-ce que tu penses de ce parcours ? Est-ce que tu en es content ? Et est-ce que quel profil tu vois aller au bout ? Alors oui, moi j'aime bien ce parcours. Alors ça change totalement de l'année dernière où on avait des cols bien plus longs, où là c'était plus des efforts pour grimpeurs. Pour le coup, je suis pas à 100% d'accord avec Raph dans le sens où je pense que ça peut quand même sourire à des punchers. 4 km à 10%, ça devrait pas non plus effrayer un Alaphilippe s'il est en forme. Et ces petites bosses, comme il n'y a pas le Sormano, il n'y a pas vraiment de grosses ascensions très longues. Donc ça peut rendre la course très tactique. Et à mon avis, ce parcours ouvre la course, et c'est peut-être pas forcément le plus fort qui va l'emporter. Contrairement à l'année dernière où ça avait été le plus fort qui l'avait emporté. Donc je pense que le parcours ouvre la course et justement remet des punchers dans le coup, mais ça exclut pas non plus les grimpeurs parce que c'est pareil. En plus, c'est une course qui va être longue. Il y a beaucoup de dénivelé, c'est plus de 250 km. Donc je suis content. Et autant je défends les parcours des monuments, j'aime pas trop quand ils changent d'habitude. Pour moi, Milan-San Remo ne doit plus jamais changer de parcours, par exemple. Mais le Tour de Lombardie, j'aime bien. Je trouve que ça apporte un petit peu de variété sur cette course-là, et c'est pas mal. Alors du coup, vous êtes un petit peu pas forcément d'accord sur quel type de coureur pourrait aller s'imposer. J'ai une question, messieurs, pour vous. Adri, tu disais que tu pensais qu'il allait pas se passer grand-chose avant la Madonna del Gisalo. Si un grimpeur veut s'imposer, est-ce qu'il n'a pas tout intérêt justement à fatiguer les punchers plutôt, en rendant la course difficile depuis le début, potentiellement en faisant rouler assez tôt dans les ascensions, au moins juste pour que le tempo soit élevé et que des coureurs qui sont pas forcément à l'aise sur des montées un peu plus longues que 4 km comme le Civiglio arrivent sur ce dernier circuit avec les jambes bien lourdes et justement soient pas capables de suivre. Alors oui, mais il faut avoir quand même les coureurs pour le faire. Et si tu fais péter tout le monde avec ton équipe, mais que t'as plus personne au pied de la Madonna, le final il peut être long. Si t'es un peu piégé, il y aura personne pour rouler. Donc ça me semblerait risqué. Après pourquoi pas, hein, si y a des formations qui vont quand même se présenter avec des grosses équipes. Là, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore les start lists définitives, donc on peut pas trop établir de stratégie. Mais effectivement, si un grimpeur maximisera ses chances de victoire, si sur les 120 premiers kilomètres de course, qui sont montagneux, il y a plus de dénivelé dans ces 120 premiers kilomètres de course que sur la fin de course, rendre la course difficile, ouais. Selon toi, Raph? Et ouais, du coup, je trouve que le début du parcours, les 120 premiers kilomètres, présente pas d'ascension forcément ultra difficile.
et les grosses équipes, je pense à Ineos, Jumbo, n'ont pas forcément mis de gros rouleurs, en tout cas pour l'instant dans leur liste. Beaucoup de grimpeurs. Et donc je suis pas sûr que ça roule très très fort au début, que ça essaye de faire péter tout le monde. Je pense vraiment que ça va se jouer dans la fin du parcours. Ok, très bien. Alors, et ben voilà pour ce parcours, je pense qu'on a été assez complet. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, comment vous voyez un petit peu le scénario de la course, et si vous êtes plutôt content de ce parcours pour cette édition 2022. Messieurs, cette course qui arrive en fin d'année va nous présenter plusieurs enjeux. Il y en a 3 dont j'aimerais qu'on parle, on en a parlé un petit peu rapidement, mais on va essayer de leur rendre à nouveau hommage. C'est les retraites de certains, notamment de Nibali et Valverde. Et également, est-ce qu'il n'y a pas des coureurs qui ont tout intérêt à essayer de sauver leur saison sur cette course-là, et d'autres qui pourraient passer d'une très bonne saison avec plusieurs victoires à une saison validée, type un peu meilleur coureur de la saison, vélo d'or pour certains, et je dirais même plus, cannibale pour les Fringall Awards. D'ailleurs, j'en profite, si vous, cher public, vous voulez nous accompagner dans les Fringall Awards, on vous mettra à disposition un lien vers un questionnaire où vous pourrez voter, donner votre avis, et bien évidemment, votre avis sera pris en compte pour décerner les prix aux Fringall Awards qui auront normalement lieu d'ici la fin du mois. Du coup, messieurs, on commence par Nibali Valverde. Pour cet hommage, est-ce que vous auriez chacun peut-être un souvenir à nous raconter sur un des coureurs ou quelque chose comme ça, et que vous aimeriez partager pour cette émission? Sur le Tour de Lombardie ou pas particulièrement? Pas particulièrement, mais si c'est sur le Tour de Lombardie, ça fait une pierre deux coups, hein. Moi je vais commencer si ça te dérange pas, Raph, sur Nibali. Associé au Tour de Lombardie, il y a plusieurs souvenirs. Il y a sa victoire en 2017 où je crois que c'est là qu'il attaque en descente, qu'il lâche un petit peu tout le monde, et où les Français avaient fait une très belle course. C'est l'année où Alaphilippe fait 2, mais Nibali il avait fait un numéro assez incroyable, et c'était très beau à voir. Et puis l'autre souvenir de Nibali sur le Tour de Lombardie, c'est l'année d'après, où malheureusement pour lui il gagne pas, il fait deuxième, mais c'est ce duel avec Thibaut Pinot, et je crois justement que c'était dans le Civiglio où ils sont les deux côte à côte, Pinot qui attaque plusieurs fois, et finalement à un moment Nibali se rassoit sur la selle, et là tu fais oh, Pinot il va aller gagner. Mais du coup Nibali reste aussi associé à ce souvenir là, et ouais c'était un coureur. Ça, voilà, je trouve ça chouette qu'il finisse sur cette course là, parce que c'est une course qu'il a remportée 2 fois, c'est une course qu'il adore, qui lui correspondait très bien, et voilà moi les souvenirs de Nibali sur le Tour de Lombardie. Ok. Raph, une anecdote sur Valverde ou Nibali, comme t'as envie. Plutôt sur Nibali, parce que Valverde, je le connais depuis longtemps, mais je m'étais jamais trop intéressé à lui. Enfin voilà, c'était pas un coureur qui me parlait trop. C'est pas un coureur que j'aime beaucoup, Alejandro Valverde. Mais par contre, Nibali, c'est vrai que moi, il m'a toujours impressionné par sa régularité sur les courses italiennes. Sur les courses italiennes, tu sais jamais à quoi t'attendre avec Nibali. Il peut aller gagner samedi, pardon, alors que personne l'attend, parce que, il est vieux, et il a montré qu'il avait plus le niveau qu'il a eu quand il était au top de sa forme. Mais sur les courses italiennes, c'est un campionissimo, quoi. Il peut aller ravir son public. On sait pas trop quand, on sait pas trop comment, mais il est capable de le faire, et c'est surtout ça dont je me rappelle de Nibali. Ouais, écoutez, je crois, chers auditeurs et auditrices, que vous allez voir que l'équipe est assez quand même pro Nibali, parce que moi aussi, c'est un coureur qui m'a clairement marqué, plus que Valverde, peut-être aussi parce que il a jamais en tout cas été attrapé dopé, et mine de rien, dans ma vision du cyclisme et des coureurs que je défends, c'est toujours mieux pour moi de pas avoir. Alors est-ce que c'est qu'on n'a pas été pris, enfin voilà, ça c'est encore un autre débat, mais moi le souvenir de Nibali que j'ai, c'est vraiment Nibali sur les pavés pendant le Tour, quoi. C'est
c'est un coureur où, voilà, déjà, j'ai toujours adoré les coureurs qui étaient bons descendeurs et qui n'utilisaient pas que la montée pour essayer d'aller remporter des victoires, qui n'hésitaient pas à attaquer sur tous les terrains. Et cette année-là, sur les pavés, je me suis vraiment dit, mais en fait, ce mec est capable de tout pour bousculer l'ordre établi. Clairement, s'il gagne son tour cette année, c'est aussi grâce à ce qu'il a été capable de faire sur cette étape-là et les chutes qu'on pu suivre. Enfin, voilà, ça montre bien Nibali capable d'attaquer n'importe où avec un mental d'acier. Et je posais là dans le quiz redoutable attaquant. Alors Valverde est un redoutable attaquant aussi, bien sûr. Mais Nibali, je pense que si t'étais adversaire de Nibali et que tu te sentais pas bien dans une course, bah t'avais vraiment du souci à te faire parce que à tout moment tu savais qu'il allait t'en mettre une, même quand tu t'y attendais pas. Et enfin voilà quoi, c'est vraiment un coureur qui pour moi a marqué cette génération-là. Et quand on voit des coureurs aujourd'hui au tempérament ultra offensif, qui n'hésitent pas à attaquer tout le temps, je me dis que Nibali est peut-être aussi un peu pour quelque chose dans cette mentalité-là, quoi. Ouais, c'est vrai, ça rappelle le Tour de France extraordinaire qu'il avait fait en 2014. Ouais. Voilà, et désolé Alejandro, à moins Adrien que tu aies quelque chose à nous dire. Oh bah on pourrait en dire, Alejandro. Après, oui, voilà, moi c'est un coureur que j'appréciais moins que Valverde, par contre, que Nibali. Par contre, le jour où il a été champion du monde, en 2018 à Innsbruck, et ben en fait j'étais super content parce que des fois t'as des super coureurs comme ça qui ont le profil pour être champion du monde. Puis qu'en fait, qui arrive pas, et lui, il a le record de podium sur le championnat du monde, il l'avait déjà avant de remporter sa victoire. Et du coup, ouais, j'étais vraiment super content pour lui qu'il l'emporte. En plus, il avait 38 ans quand il devient champion du monde. Et ouais, ça restera ouais, je me dis apparemment c'est vraiment un super gars Valverde, avec ses équipiers, avec les staffs des équipes, voilà, c'est vraiment un mec en or apparemment. Je le connais pas, hein, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et du coup, ouais, ça faisait plaisir de le voir devenir champion du monde, même si c'était devant Romain Bardet. C'était ouais, je me suis dit c'est cool qu'un gars comme ça il porte pendant une année le maillot de champion du monde. Il y en a un qui doit pas avoir le même souvenir que toi là derrière son micro. Non, moi j'ai pas exactement le même souvenir. Je t'avoue que j'aurais préféré voir Romain Bardet gagner. Mais c'est vrai que Valverde, c'est un mec à qui le maillot arc-en-ciel allait vachement bien. Ok. Presque autant qu'Alaphilippe. Ouais, presque. Messieurs, est-ce que selon vous, il y a des saisons à sauver samedi ? Oh, il y en a plein. Est-ce que vous en avez une ou deux comme ça là ? Puisque ça c'est. Moi j'ai envie de dire que c'est presque trop tard pour sauver une saison. Ok. Ah. Tu penses que typiquement si Alafla gagne, il a sauvé sa saison ou on restera quand même sur une saison goût amer ? Goût amer. Ouais. Bah, même, tu vois, dans le sens où c'est en partie pour Alaphilippe, dans le sens où c'est en partie à cause des chutes. Et, oui, bien sûr, ouais. Et voilà, c'est un peu pas de chance. Non, pour moi, s'il gagne samedi, il a sauvé sa saison, hein, carrément. Tadej Pogačar, est-ce qu'il sauve sa saison s'il gagne samedi ? Il n'y a rien à sauver. Ah ouais ? Il n'y a rien à sauver. Pour toi, il n'y a rien à sauver parce que bonne saison ou il n'y a rien à sauver parce que... Parce que bonne saison. Pour moi, Pogačar, il a fait une super bonne saison. Oui, c'est pas parce qu'il a pas gagné le Tour qu'il a pas fait une bonne saison. Bah, il a pas gagné le Tour, il a pas gagné de monument, les gars. Bah attends, il a fait deuxième du Tour de France. Enfin, c'est quand même... il a gagné combien d'étapes du Tour de France cette année ? 2 ? 3. Et puis le monument 3 Tirreno gagné, c'était Liège-Bastogne-Liège et il a pas pris le départ pour raison familiale. Il fait quand même 4e du Tour des Flandres, c'est pas une victoire et il aurait pu faire 2e s'il avait pas fait trop n'importe quoi à la fin. Non, pour moi la saison de Pogačar elle est complète et s'il gagne, ça validera une bonne saison. Ok, il peut pas être exceptionnel. Il a gagné un presque monument. Il a gagné un presque monument, hein, Adri. Il a gagné une course italienne en début de saison, ouais. Un petit truc. La course préférée de Raph derrière Paris-Roubaix. Ouais, bah écoutez, moi les gars, je suis un peu déçu quand même de la saison de Pogačar. Alors oui, on l'a vu à l'offensive et tout, mais vous voyez, on faisait un petit bilan sur Mathieu Van Der Poel, à force de vouloir tout courir, faire qu'attaquer et tout, bah finalement on gagne rien. On a commencé à lui mettre un petit peu des
des pancartes attention Mathieu, tu fais de la merde, et ben finalement Tadej Pogačar cette année il avait plein d'objectifs en début de saison. Alors oui, il a gagné des choses, hein, et puis il a été spectaculaire dans le Tour des Flandres, enfin bien sûr, hein. Et à la fin de la saison, quand on fait les comptes, bah statistiquement, par rapport à la saison dernière, pardon, qui était une saison exceptionnelle, mais qui était un petit peu une saison où on se disait bon bah maintenant les standards de Pogačar ça va être ça. Bah moi je suis un peu déçu de sa saison et je me dis que s'il gagne le Tour de Lombardie, je me dirais que sa saison sera peut-être pas sauvée parce que pour moi elle est plus sauvable du coup, mais sera une saison correcte quoi. On pourra dire voilà saison correcte, voilà. Ouais, je suis pas d'accord. Je pense pas que. Putain. Je pense pas qu'il faille s'attendre à ce que quand il y a un gars qui gagne 2 monuments, un grand tour, qu'il refasse la même chose tous les ans. Je pense pas qu'il faille s'attendre à ce que l'année prochaine, Evenepoel gagne forcément un grand tour, un monument et puis le championnat du monde. C'est aussi pour ça que c'est des saisons exceptionnelles, c'est parce qu'elles n'arrivent pas tous les ans. Et du coup, pour moi, sa saison, elle est pas cata. Enfin, je veux dire, il a pas fait 10e du tour, il a quand même remporté un paquet de victoires. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'est loin d'être dégueulasse. Et il est présent toute la saison aussi, donc Elle est pas cata, mais selon vous, son DS en début d'année, c'est quoi les objectifs du AE en début d'année pour Pogačar ? Gagner le tour. Voilà, donc objectif raté. Ouais, mais c'est pas parce que tu rates ton objectif principal que ta saison elle est foirée. Du coup, c'est quoi ses objectifs secondaires ? Bah, monument. Et là, pour le moment, il en a pas. Samedi. Bah, monument ou belle course, Enfin, il a gagné deux Tirreno. Il a gagné Tirreno. Il a gagné 3 étapes sur le Tour de France. Enfin, je comprends pas comment on peut être déçu de sa saison. C'est Pogačar, les gars. C'est pas genre random, quoi. Il a été battu par meilleur que lui. Ouais. C'est tout. Il a été battu par meilleur à chaque fois. Il a jamais. Enfin, moi, il m'a jamais déçu. Où je me suis dit, putain, Poggi, fais chier là. Concentre-toi, remets-toi les idées au clair. Arrête de courir cette course pour pouvoir la gagner plus tard. Non, je me suis dit, putain, il a toujours été battu par meilleur que lui. Et on a toujours eu plaisir à le voir courir. Enfin, moi, il m'a pas déçu, hein, Poggi. Ok. Est-ce qu'il y aurait du coup des saisons pour vous, messieurs, à sauver ? Une là, comme Adam ça. Yates. C'est vrai qu'Adam Yates, il fait une saison bien pétée. Qui sera équipier de Pogačar l'année prochaine, d'ailleurs. Oui, on a vu ça, ouais. On en reparlera dans l'émission transfert plus en détail, mais oui. Ouais. Ok. Ouais, pour moi, Adam Yates, saison carrément pérave et ça pourrait éventuellement le faire oublier s'il venait à gagner samedi. Parce que c'est pas non plus un mec duquel on attendait de gagner un Tour de France, un Tirreno ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est pour ça que pour moi, Adam Yates, c'est pas non plus. Je veux dire, s'il gagne pas, c'est pas le gars où je vais me dire. En fait, il a pas fait une saison. Les saisons d'avant, elles étaient pas non plus flamboyantes. Donc, c'est pour ça que lui. Ouais. En tout cas, c'est sûr que s'il gagne, il aura sauvé sa saison, mais comme beaucoup. Non, moi, j'ai pas forcément d'autres noms comme ça qui me viennent à l'esprit. David Gaudu. Oh, pour le coup, j'ai trouvé qu'il a pas fait une mauvaise saison. Il a réussi sa saison, Gaudu. Il fait 4e du Tour. Pour moi. Ouais, mais il a pas eu. Là où on l'attendait. Il a pas eu d'étape et il a eu une étape du Critérium du Dauphiné. Il a gagné au Dauphiné, ouais. Mais peut-être qu'il aurait aimé quand même gagner une course, je pense, l'ami Gaudu. Bah, je pensais qu'il allait être pas mal, mais là, vu les premières classiques, semi-classiques qu'il a fait, je suis pas à 100% convaincu qu'il soit en forme samedi. Ouais, sur le Tour d'Émilie, il n'était pas au top. Non, ouais, parce qu'il aurait pu bien, un Gaudu en forme là-dessus, ça aurait pu bien lui correspondre, et là, pas top. Et dernier petit enjeu que j'ai à vous proposer, messieurs, est-ce que si Vingegaard l'emporte samedi, il peut réellement venir challenger Remco, ou est-ce qu'il challengera même à 100% Remco, sur un peu le meilleur cycliste de cette année, quoi. Ah ouais. Là, ça va être bataille compliquée au moment des Fringal Awards si Vingegaard vient gagner samedi, pardon. Et de toute façon, il y aura duel, hein. Mais ça va... Ouais,
Ce serait très costaud de sa part. Ce serait costaud, mais moi je pense que de toute façon, Evenepoel est le coureur de la saison. Et qu'il n'y a pas. Ouais. Bah attends, pour moi, il gagne un monument. Alors après, il faut voir. Faut déjà que notre ami Jonas arrive à gagner samedi, mais c'est pas impossible du tout. Mais non, pour moi, Evenepoel, il y a rien à dire avec le titre de champion du monde. Ça le fait basculer dans une autre dimension sur la saison. Monument, Grand Tour, championnat du monde. Moi, quand tu me dis, il y a que Binda, Merckx et Hinault qui ont fait ça. Bah il est au moins coureur de la saison, quoi. Ok. Ouais. Après, c'est pas l'homme qui a battu Pogacar sur le Tour de France, quoi. Non. Mais c'est moi mon avis, comment je vois les distinctions, quoi. Ok, très bien. Et bah écoutez, moi très belle saison à faire. Je pense clairement que si Vingegaard la gagne, je pense que s'il la gagne pas samedi, il y a pas de débat. Mais que s'il la gagne samedi, il y a vrai débat. Et comme je disais, notamment par rapport à l'argument, et on pourra en revenir plus tard sur d'autres émissions, mais Pogacar, là, on le voit tous un peu comme le bon pote qui nous a bien fait rire en juillet et tout, mais Pogacar, juste avant le Tour de France juillet, c'est un peu le mec qui va pas perdre dans les 10 prochaines années, quoi. Et il y a un mec qui s'est ramené là en juillet, qui l'a battu, qui s'appelle Jonas Vingegaard, et Pogacar est passé de ce statut de coureur intouchable où on était là. Mais il y a un moment, le mec il est bon partout, faut arrêter, mais regardez le Tour des Flandres qu'il a fait. Je me rappelle même, Raph, que tu nous avais sorti des petites punches du genre bon, moi au bout d'un moment je vais en avoir marre. Et là d'un coup en fait il a été remis à sa place en un claquement de doigts et par un mec qui s'appelle Jonas Vingegaard, quoi. Et bon, après on est vachement dans la culture de l'instant aujourd'hui, mais je trouve que il a quand même le fait d'avoir rééquilibré ça, c'est assez fou, et du coup pour moi ça le place déjà très très haut, et peut-être qu'un petit monument en plus comme ça pour finir la saison, ce serait suffisant pour en faire un coureur de l'année, quoi. Voilà. Le fait que Vingegaard ait battu Pogacar, ça me fait encore plus aimer Pogacar. Ouais, bien sûr, ça l'a rendu humain, quoi. Ouais, grave, et il peut lui dire merci, je pense. Et si, il y a un mec qui pas forcément peut sauver sa saison, mais qui peut revenir dans le haut niveau, c'est Egan Bernal, qui va prendre part à ce Tour de Lombardie. Bien vu. Ouais, alors je pense qu'il faut pas trop en attendre de Bernal, hein. Sa reprise est assez compliquée quand même depuis son retour en août. C'est déjà ouf de le revoir sur un vélo et avoir atteint à nouveau le niveau professionnel. C'est sûr. Ouais. Ok. Mais bon, j'aimerais bien le voir. Oui, c'est vrai que ça pourrait être sympatoche de le voir à l'offensive. Messieurs, on en a un petit peu parlé, mais on l'a juste survolé. Maintenant, il va falloir que vous me donniez chacun un favori pour cette course de samedi. Et Adrien, tu peux commencer si tu veux. Eh bah allez, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis en favori. La dernière fois, ça m'avait pas forcément réussi, mais et à lui non plus, je crois. Et à lui non plus, ouais. Mais là, je sens qu'il peut se passer un truc, une cote assez élevée quand même. Henrik Mas. Ah. Alors pourquoi Alors pourquoi Henrik Mas ? Eh ben parce que je l'aime bien. Le garçon, bah ouais, il m'est sympathique. Il m'est sympathique. Et surtout, je trouve qu'il tient une forme assez énorme depuis la Vuelta. Hein. On rappelle qu'il a quand même fait 2e de la Vuelta, où il s'est montré, très très costaud en montagne notamment. J'ai beaucoup aimé sa victoire c'était samedi, au Tour d'Émilie, avec cette ascension à Bologne là, de San Luca, où il a quand même lâché Pogacar à la pédale. C'est plus rien, Pogacar. Mais oui, voilà, maintenant, de toute façon, Pogacar, il fait une saison toute pourrie. Donc, non, mais j'ai bien aimé son attitude. Il a attaqué, et pas qu'une fois. Donc, ça aussi, c'est à souligner. Et je pense que ça va vraiment le débloquer et le mettre en confiance. Si je me trompe pas, c'est sa première victoire sur une course d'un jour. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ça va vraiment le mettre en confiance et peut-être débloquer quelque chose en lui. Et puis ce sera sa dernière course avec Valverde. Donc peut-être que ça va un peu le booster vers le haut, parce que je pense que Valverde sera peut-être un petit peu juste pour jouer la gagne. Après
voilà, le risque, c'est que finalement, Mas se dit, bon, allez, tant pis, Alejandro, c'est ta dernière course, je donne tout pour toi. Et là, ça risque de foirer. Pronostic qui tombe à l'eau. Voilà, peut-être ou pas, hein, mais en tout cas, pour Mas, voilà. Mais ouais, non, je trouve que sa forme est excellente. Il n'a pas fait le championnat du monde, donc niveau fatigue, il a évité un aller-retour en Australie. Je pense que c'est toujours bon à prendre. Donc, ouais, vraiment à surveiller. Je serais très déçu qu'il soit pas dans le coup. Ok. Et tu vois, Adrien, je trouve que là, autant la dernière fois, je n'étais pas du tout d'accord avec toi sur Mas, autant là, je suis totalement d'accord. Et je pense même que ils vont pas se planter comme ça, Mas et Valverde, parce que tu vois, sur les 2 courses italiennes là, auxquelles ils ont pris part tous les deux, la Coppa Agostini et le Giro dell'Emilia, ils ont vachement bien joué le truc entre les deux, où Mas a été équipier de Valverde sur la course que Valverde pouvait logiquement gagner. Bon, il fait malheureusement que deuxième. Et Valverde a merveilleusement bien accompagné Enric Mas sur le Giro dell'Emilia, où Mas va claquer une victoire devant Pogacar, ce qui est quand même assez ouf, quoi. C'est vrai qu'on souligne les bons choix tactiques de Movistar. Oui, c'est vrai, il faut le dire. C'est vrai, il faut le dire, t'as raison. Alors Raph, selon toi, qui va lever les bras samedi ? Eh bien moi j'ai un petit penchant pour Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui a quasiment rien fait, qui a quasiment pas couru depuis le Tour de France, uniquement du coup le Tour de Croatie, qui va même pas gagner d'ailleurs. Battu par Matej. Ouais, à la bonif, sur la dernière étape. Mais bon, est-ce qu'il s'est battu avec toutes ses armes, ou est-ce qu'il faisait ça pour préparer un Tour de Lombardie pour aller justement dire à Pogacar, tiens, l'année dernière, t'étais Tour de France sur le Tour de Lombardie, et ben cette année c'est à mon tour. Donc franchement, vu les ascensions qu'il y a dans la fin, je vous ai parlé du Civiglio tout à l'heure que j'aime bien et qui fait 4 km à 10%, je pense que c'est typiquement une ascension dans laquelle Vingegaard peut être plus fort, peut être trop fort pour les autres. Ok. Et je pense qu'il va être trop fort pour les autres, qu'il va attaquer dans le Civiglio, qu'il va mettre 1 minute 15 à tout le monde et terminer bonsoir. Ciao, bonsoir. Ok, intéressant. Même si c'est pas forcément la personne que j'ai envie de voir gagner. Oui, ça, on en parlera juste après. Eh bien, moi, messieurs, je vais vous expliquer pourquoi mon favori va battre vos favoris. Moi, j'ai pris un petit coureur là qui fait une saison de merde, Tadej Pogacar. Et alors, pourquoi je pense que clairement il est grand favori Enric Mas. Il l'a lâché ce week-end là. Je pense que Enric Mas, à mon avis, sa forme, elle va pas aller en montant. Alors peut-être que je me trompe, mais il était bien sur le Tour d'Espagne et il était encore bien ce week-end-là, mais peut-être qu'il va être un peu court pour cette grosse course qu'est le Tour de Lombardie. Et du coup, je pense que Pogacar sera capable de lui tenir la roue. Et si on prend les qualités intrinsèques de Pogacar, c'est clairement celui qui a une pointe de vitesse et qui est capable de régler à peu près n'importe qui au sprint. En tout cas dans les potentiels favoris type grimpeur puncher quoi. Et en plus de ça, on sait qu'il est plutôt intelligent normalement. Il a fait la misère à Vingegaard dans les arrivées au sprint en haut des cols ou autres sur le Tour de France. Et je pense que mine de rien, le Civiglio ce sera pas assez pour lâcher un Pogacar. Je pense que Vingegaard il peut peut-être décramponner un peu ou essayer de jouer sa carte dedans, mais c'est typiquement le genre d'ascension qui pourrait bien aller à Pogacar et je le vois pas lâcher là-dedans et je le vois bien arriver avec un petit groupe de favoris et aller lever les bras, alors soit partir tout seul, mais au vu de sa forme actuelle un peu moins tendance à penser ça, mais en tout cas si ça arrive en groupe au sprint, je pense que Pogacar sera largement le plus fort et qu'il ira s'imposer de cette manière-là. Ouais, non, mais c'est clair que l'avantage de Pogacar par rapport aux autres favoris, aux autres grimpeurs, c'est sa pointe de vitesse. Et que s'il arrive à ne pas se faire lâcher, voilà, même, on va dire, même sur un Valverde, je pense que maintenant, Pogacar est plus rapide que Valverde. Ouais. Donc ouais, c'est sûr que ça fait un énorme avantage pour Pogacar sur
sur cette course. Après, à voir dans quelle forme il est. Hein. Enfin voilà, sur le championnat du monde, on l'a dit. Moi, je l'avais pas trouvé transcendant. Bon, il était dans le coup quand même samedi, mais il se fait un petit peu décramponner. À voir s'il est au top de sa forme ou pas. C'est sûr que s'il est au top de sa forme, il sera, je pense, impossible à lâcher et à battre. Mais à voir. Et puis bon, par rapport à Vingegaard, du coup, je vais rebondir sur ce que Raph a fait tout à l'heure. Je trouve qu'on sait pas vraiment où il en est. Alors certes, il a gagné 2 étapes au Tour de Croatie, mais la concurrence n'était pas extraordinaire et elle n'était pas au niveau du Tour de Lombardie. Je pense qu'il a aussi choisi cette course pour reprendre un petit peu tranquillement, enchaîner les jours de course. Et ça, en termes de préparation, c'est peut-être pas mal d'avoir fait 6 jours de course plutôt que de faire une course d'un jour par-ci par-là. C'est peut-être un petit peu plus efficace. Après avoir, on sait que c'est quand même pas un spécialiste des courses d'un jour. Il a pas de référence, sur les monuments non plus. Voilà, bon, il avait gagné la Drôme Classique en début de saison, donc ça peut-être devenir un coureur de classique, mais je pense qu'il a quand même beaucoup à prouver sur ce terrain-là. Jumbo-Visma semble quand même lui faire confiance en le mettant leader. Bien sûr, en même temps, un peu obligé. Je vois pas qu'ils auraient pu mettre d'autres en leader vu l'état vu les coureurs qu'il y a là. Kuss à la limite, mais. Je sais pas, à ceux qui disaient que Mathieu Van Der Poel pouvait faire une grande course, peut-être que Wout van Aert était capable aussi de. Ah, mais Wout, faut peut-être qu'il se repose à un moment aussi. C'est clair qu'au vu du parcours, je pense que Wout aurait largement eu sa place, mais à mon avis, il est cramé, quoi. Ouais, je pense, que c'était décidé qu'il fasse le break après le championnat du monde. Ouais. Une fois qu'il aurait le maillot arc-en-ciel. Ok, on va passer à la rubrique suivante, messieurs. Celui qu'on aimerait voir gagner. Si vous ne m'en voulez pas, je vais commencer. Le coureur que j'aimerais voir lever les bras ce samedi, c'est un coureur qu'on n'a pas vu beaucoup lever les bras cette année. On l'avait déjà pas vu beaucoup lever les bras l'année passée, contrairement à ce qu'il nous avait montré les années précédentes. C'est Julian Alaphilippe. Alors j'ai peur qu'il soit un peu court physiquement. En termes de parcours, je suis assez d'accord avec toi, Adri. Je pense qu'un Alaf en pleine forme, tout ce qu'il y a là dans le parcours, ça lui fait pas peur. Largement capable de suivre les meilleurs grimpeurs sur le Civiglio s'il est à 100% de sa forme et qu'on parle du grand Alaf. Est-ce qu'on l'aura samedi? Je sais pas. Il était peut-être un peu court au championnat du monde. En plus, il y a eu le trajet. Enfin voilà, il y a moyen qu'il soit fatigué. Il n'a pas pu se tester comme il voulait non plus ce week-end parce qu'il a cassé sa roue ou son vélo, enfin je sais plus, donc il a fini assez loin. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment le voir gagner pour sauver sa saison, pour qu'on soit dans une super dynamique pour l'année prochaine en se disant bon bah voilà, il a gagné là, il va être chaud pour l'année qui arrive et aussi pour qu'il rappelle un peu à son équipe qu'il est aussi capable de gagner et qu'il faut pas l'enterrer trop vite ou en faire un coéquipier de Remco ou d'un autre jeune coureur qui pourrait performer chez Quick-Step. Pour ça, ça me ferait vraiment plaisir de le voir lever les bras après cette saison cauchemardesque. Je t'avoue que j'aimerais bien le voir gagner aussi. Parce que c'est vrai que sa saison a été plus que pourrie pour lui. Mais je t'avoue que c'est un autre Français que j'aimerais voir gagner. Ah ouais? Celui que t'encourages à la fin de chaque émission? Qui ça? Il y a du suspense ou pas? Tony Galopin. Ah, Tonio. Non, Romain Bardet, évidemment. J'aimerais beaucoup voir Romain gagner. Il peut gagner sur une course comme ça. Sur un malentendu. Bah, même sur un pas malentendu, il était plutôt en forme au championnat du monde. C'est son type de course, celle sur lesquelles il se sent bien. Il n'a pas été trop mauvais au Canada, il fait 20e et 8e. Après, au championnat du monde, on a vu qu'il n'arrivait pas à accrocher la roue des meilleurs. Il a essayé, il n'a pas réussi. Je pense pas qu'il puisse gagner samedi. Ça va être, le plateau est trop grandiose, mais sur un malentendu, moi j'aimerais bien qu'il puisse aller au moins qu'il aille assez loin avec les favoris. Peut-être qu'il se retrouve dans le dernier quatuor quand il n'y aura plus que Mas, Pogačar, Vingegaard et lui.
C'est beau. Derrière à la Philippe. Bardet en général, il est quand même rarement à côté de la plaque. Il est souvent dans le coup, donc ouais, je pense qu'il sera, à mon avis, au pied du Civiglio, il sera avec les meilleurs. Après, voilà, voir s'il a les cannes pour suivre tout le monde, mais si c'est un petit peu tactique, il peut tirer son épingle du jeu. On sait que c'est un coureur qui est intelligent, donc ouais, comme ça, je croirais plus en Bardet qu'en Alaphilippe en l'état actuel des choses, mais bon. Certes. Voilà. Et toi, Adrien, alors, celui qui va te mettre des étoiles dans les yeux. Que j'aimerais voir gagner, on en a déjà beaucoup parlé ce soir, mais il faut en profiter parce qu'on en parlera peut-être pas autant l'année prochaine. Le Dauphin de Catane, voire plus. Ouais, c'est ça, ouais. c'est Nibali, ce serait le plus beau cadeau de retraite du monde de gagner un 3e Tour de Lombardie pour son dernier jour de course. Il est pas à côté de la plaque, mais c'est plus le Nibali d'il y a 5 ans et plus. Donc ça serait vraiment compliqué, ce serait un immense exploit de le voir gagner. Et voilà. Après, bon, on a bien vu Tom Boonen presque gagner son dernier Paris-Roubaix, donc pourquoi pas Nibali se faire battre par un inconnu au sprint. Ah, s'il pouvait déjà le presque gagner, ce serait incroyable, quoi. Ah, s'il pouvait le presque gagner, ce serait déjà fou. Mais on passerait à côté de quelque chose de tellement grandiose que ce serait dur, quoi. Mais, Pantalave va le sauter sur la ligne comme ça, là, après l'attaque dans la descente du Civiglio. Aïe, ouais, c'est vrai que Vincenzo, ce serait beau aussi. Hein. Je la joue un peu chauvin avec Alaphilippe, mais l'histoire serait magnifique, quoi. Ouais, ce serait incroyable. Ok, très bien. Et pour terminer, messieurs, il est l'heure de distiller un petit peu de science comme ça. S'il y avait un outsider, un mec qui vaut pas grand-chose sur Cycling Fantasy, que personne n'attend trop, mais qui est vraiment capable, qui l'a dans les cannes, qui peut aller la gagner, ce serait qui pour vous, Adri? Et pour moi, ce serait Mathias Skymos Jensen, le Danois de la Trek Segafredo, qui fait une très très bonne saison. Voilà, il a participé à son premier Giro. On l'a pas trop vu au Giro, mais vraiment sur la deuxième partie de saison, il a quasiment fait que des top 10 sur toutes les courses qu'il a fait. Alors, à chaque fois, c'était plutôt un profil de course par étape. Hein. C'est un grimpeur et un très bon rouleur aussi. Et c'est surtout au championnat du monde, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais il fait partie des coureurs qui se regardent pour le podium puis qui se font rattraper par le peloton. Et je l'avais trouvé quand même bien à son aise. Donc je le verrais bien faire une bonne perf sur une je pense le monument qui lui correspondrait le mieux. Avec le championnat du monde, on a vu qu'il avait quand même la distance dans les cannes. Donc ça, je pense que voilà, c'est quelque chose qui lui fait pas peur. Bon, après, il vient juste d'avoir 22 ans, donc il est encore jeune, pas forcément très expérimenté sur ce genre de course. Mais pourquoi pas sur un coup d'un groupe qui part de loin, qui prend du champ, il pourrait bien tirer son épingle du jeu. Et pour moi, c'est ma pépite, la dernière pépite de la saison. Ok, très bien. Raph, est-ce que tu as quelqu'un à nous proposer? Alors déjà, j'avais quelqu'un à proposer. Mais puisque, a priori, quelqu'un qui coûte pas cher, c'est Mathias Kalmosensen sur Cycling Fantasy qui vaut quand même 600, je crois. Moi, je vais me permettre de changer et de mettre un 600 aussi. Aïe. Je voulais parler de Maury Van Sevenant. Mais en fait, j'ai changé d'avis parce que j'ai vu ses stats cette année et c'est vrai que. C'est pas la meilleure saison, il confirme pas, quoi. Non, il confirme pas du tout. Et je verrais plutôt éventuellement Timen Arensman. Qui a fait une bonne saison cette année, qui s'est bien montré. On l'a déjà salué plusieurs fois dans de nombreuses émissions. Il a gagné une étape sur la Vuelta dernièrement. On sait qu'il est relativement bon en montagne. C'est un bon grimpeur. Je pense que dans une très bonne journée, il peut accrocher les bonnes roues et on peut le voir jusqu'à assez loin. De là à gagner, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il sera un petit peu surveillé quand même par ses concurrents.
Oui, ça devient un coureur assez sérieux, à mon avis. Il le laisse. Enfin, lui, pour le coup, il pourrait être dans le dernier groupe des tout meilleurs, quoi. Enfin, on le laissera pas partir. Et ça va être le moment de le faire, puisqu'il va se retrouver chez Ineos Grenadier derrière. Donc peut-être qu'il n'aura pas autant de va-tout. Ok, eh bien moi, messieurs, pour clôturer tout ça, je vais choisir un local. En l'occurrence, Monsieur Fortunato. Coureur que j'aime beaucoup, que j'avais déjà placé sur le Giro, qui n'a pas forcément confirmé tout ce que j'attendais de lui sur ce Giro, même s'il n'a pas non plus été trop loin non plus. Je le vois bien performer sur ce parcours. Je pense qu'il n'aura pas de bonne sortie non plus, mais ce sera pas la première roue dans laquelle on sautera lorsqu'il y aura une attaque. Et donc clairement après c'est sur la course Émilie, le Giro. Giro dell'Emilia, ouais. Voilà, Giro dell'Emilia. C'est très mauvaise prononciation que j'avais. Il fait 7ème ou 6ème, je sais plus, donc plutôt en forme. Ouais. 6ème, ouais. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, s'il est en forme, pourrait venir se glisser dans un petit groupe. Et comme tu disais, Adri, si la course est tactique et qu'il arrive à être pas trop mal emmené, c'est pas celui qu'on contrera le plus rapidement. Et il pourrait, s'il a les cannes, tirer son épingle du jeu comme ça. Donc Lorenzo Fortunato, moi je le sens bien. C'est vrai que Fortunato, ça fait un moment qu'on attend qu'il confirme après sa victoire au Giro l'année dernière. C'était l'étape du Monte Zoncolan, je crois. Ouais, c'est ça. Où il avait vraiment impressionné. Ça peut être un sacré bon moment pour confirmer et pour éventuellement aller, je sais pas, accrocher un plus gros contrat ou changer de dimension. Il a déjà 26 ans. Ça va peut-être être le moment de sortir de sa coquille s'il peut le faire. Ouais, en tout cas, moi je l'attends bien et j'aimerais bien le voir briller. C'est un coureur que j'aime bien. Et comme dit sur le Giro, j'ai l'impression qu'il a plus essayé de jouer le général, pas forcément parti en échappée pour jouer des victoires d'étape. Et finalement, ça lui a pas permis de briller, en tout cas d'être au niveau où je l'attendais. Donc ouais, ce serait sympa de le voir perf sur ce monument de samedi. Écoutez messieurs, ça fait presque 1 heure qu'on est là. Je crois qu'on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire. Bah ouais, je crois qu'on a fait le tour pour cette dernière preview de la saison, hein, qui on sait voilà, il y a toujours dans le vélo, quand tu suis le calendrier cycliste, il y a des primes post Tour de France, puis il y a des primes post Tour de Lombardie, parce que tu sais que va falloir attendre un petit moment avant de revoir des courses sur route et de revoir tous ces coureurs à l'avant. Donc il va falloir bien profiter samedi. Mais il y a le cyclocross, Adrien. Oui, je sais, mais ça je voulais pas en parler tout de suite. On en reparlera bien sûr cet hiver. Non, je sais pas, sachant que la saison a déjà commencé pour les plus acharnés. Totalement. Vous pouvez déjà voir, il y a des manches en Belgique et aux États-Unis qui ont déjà démarré, et en France aussi. Raph, un plaisir de t'avoir retrouvé. Merci à vous, surtout, de m'avoir permis de revivre toutes ces sensations. Arrête. Non, puis comme tout le monde le sait, sur Radio Fringale, on ne s'arrête pas l'hiver. On continue avec le cyclocross. Donc il y en a pour toute la saison, mais c'est vrai que c'est la fin de la route. Ça va être, je pense, une course magnifique et j'ai hâte de la voir. Très bien, et bien merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette preview. On essaiera de vous faire un petit live de débrief début de semaine prochaine ou à la fin du week-end. De toute façon, on vous tient informé soit sur YouTube, soit sur Instagram. Encore merci beaucoup pour celles et ceux qui sont abonnés et qui nous soutiennent. Si jamais vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça va nous aider pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de vous alimenter également parce que samedi, c'est long. Il va certainement faire froid et c'est la dernière grosse de l'année. Ce serait con de péter une fringale au pied du Civiglio. En attendant, portez-vous bien. Bonne soirée mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Salut messieurs. Ciao ciao, salut tout le monde. À plus.